Bonsoir, chers téléspectateurs de Dash News Télévision et bonsoir à ceux qui nous prennent à l'instant. Bienvenue dans votre programme. Ce programme face à vous, désormais, une habitude pour vous tous les mardis à 20h30. Une émission où, bien évidemment, nous parlons de l'actualité et surtout nous revenons sur des choses et les faits marquants de l'actualité de la semaine. Il faut dire que ce jour, nous allons revenir tout d'abord sur toute cette actualité chaude qui est bien évidemment cette sortie du ministre des Relations extérieures qui bien évidemment, on parle de cette présence du diplomate, un diplomate français, ambassadeur des droits des LGBT en terre camerounaise. Le ministre des Relations extérieures qui a donc tenu à rappeler au ministre de l'administration territoriale à lui proposer certaines dispositions en vue de cette visite au Cameroun de M. Berton. M. Berton qui, pour certaines personnes, n'est pas la bienvenue en terre camerounaise et même aussi pour certains groupes sociaux ne devraient même pas penser à séjourner au Cameroun aujourd'hui. La polémique enfle donc autour de cette visite de M. Berton, une polémique qui a quand même connu une certaine avancée avec cette sortie du ministre des Relations extérieures. Nous en parlerons dans cette édition de Face à vous, tout comme nous allons aussi revenir sur cette fameuse réforme foncière. Eh bien oui, il faut en parler puisqu'au lendemain des propos d'un certain professeur sociologue qui demandait bien évidemment que cette réforme foncière soit faite au Cameroun, parce qu'on est en République, parce qu'au moment, il faudrait penser à rééquilibrer les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette volonté du Cameroun de développer son pays, cette volonté du gouvernement de bien évidemment donner la chance à tous les Camerounais de pouvoir participer à ce développement social et économique, est-ce qu'il faudrait qu'on repense véritablement à cette réforme foncière? Est-ce qu'il faudrait qu'on passe à une redistribution des terres au Cameroun? La question est aussi ce soir sur la table, tout comme on ira aussi voir cette autre sortie du professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans sa lettre en hommage au président, le feu Nidjon Frondi. Il a parlé de lutte inachevée. Est-ce que le professeur Maurice Kamto aurait raison de parler de lutte inachevée quand il parle du parcours du chairman Nidjon Frondi? On se posera la question et ça sera face à vous dans quelques secondes. Ceux qui ont choisi d'être face à vous ce soir, ce sont nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir, ce mardi, pour cet échange citoyen. Il faut dire que je vais commencer par dire bonsoir à Maître Achille Lodjo. Il est avocat au barreau du Cameroun, en même temps militant du Social Democratic Front. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Maître. Bonsoir, mon cher Jean-Marie. Bonsoir au co-panel. Bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Merci de l'invitation. Salutations militantes également à l'ensemble des combattants SDF, une fois de plus affligés par le départ du très charismatique, le chairman Nidjon Frondi. Et bien voilà, une fois de plus n'étant pas de trop, nous adressons nos sincères condoléances à la famille nucléaire si durement éprouvée et pensons que l'héritage du chairman, président national du RDF, Nidjon Frondi, sera préservé quelles que soient nos dissensions internes. Il fallait bien le dire ce soir. Merci à vous d'avoir honoré de votre présence ce soir. Alors, juste en face, nous avons Basile Togo. Lui, il est opérateur économique dans la vie courante et même militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Basile. Bonsoir, Nambélé. Bonsoir à tous mes co-panélistes, notamment celui que vous aurez l'amabilité de présenter tout à l'heure. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Dash Télévision. Merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette importante émission qui de plus en plus s'installe dans notre lendemain camerounais. Je voudrais transmettre toutes les civilités du comité central à votre endroit et
féliciter, n'est-ce pas, le travail remarquable qui est abattu par le staff administratif de DAS Télévision. Merci à vous. Oui, juste en face, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lui aussi, il est votre collègue, opérateur économique, vice-président national de la Presbytie, la jeunesse présidentielle en charge des régions du littoral et du sud-ouest, Abdoulaziz Konaté, qui était là la semaine dernière. On a promis qu'il revienne parce qu'à la dernière minute, on avait changé la thématique de la semaine dernière. Il fallait bien qu'il vienne dire ce dont il devait dire la semaine dernière. Bienvenue et surtout, merci pour votre présence, Abdoulaziz Konaté. Merci, M. Onambélé. C'est un plaisir renouvelé d'être parmi vous. Salut fraternel aux copanélistes ici présents. Et bien évidemment, je salue vos nombreux téléspectateurs qui ne se comptent plus au jour le jour. Nous espérons les émissions assez instructives pour ceux qui nous regardent du bout de leur petit écran. Et bien évidemment, nous espérons que cela se passera dans une ambiance conviviale et cordiale. Merci de m'avoir invité. Le ministre des Relations extérieures a donc commis une lettre adressée au ministre de l'administration territoriale où il demande, et bien évidemment, à ce ministre de l'administration territoriale de prendre certaines dispositions en vue de cette visite controversée, même à controverse, de l'ambassadeur des droits des LGBT de la France qui devait séjourner ici au Cameroun à partir du 27 juin prochain. Dans cette lettre, le ministre dit bien que le ministère des Relations extérieures n'est pas dans cette logique de la défense des droits des LGBTQ+, au Cameroun. Basile Togo, vous avez parcouru ces lettres. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, le ministre des Relations extérieures, je n'ai pas envie de demander s'il est dans son droit, mais s'il avait besoin de le faire? Mon cher Onambélé, vous posez là un problème fondamental qui touche les bonnes mœurs. Et je pense que la sortie du ministre des Relations extérieures fait suite, n'est-ce pas, au communiqué qui avait été émis quelques jours plus tôt par le Conseil national de la communication, sanctionnant sévèrement toutes ces pratiques qui étaient observées dans certaines chaînes de télévision occidentales qui étaient diffusées sur le territoire camerounais, qui demandaient simplement aux câbles, aux opérateurs ainsi que tous les diffuseurs de ces images-là d'enlever purement et simplement, n'est-ce pas, ces contenus dans les bouquets qui sont diffusés au Cameroun. Et je pense que nous prenons acte de ce que Jean-Marc Béton, qui est l'ambassadeur de défense des personnes LGBT, qui arrivera au Cameroun du 7 au 1er juin, qui séjournera au Cameroun du 27 au 1er juin. Nous associons avec le gouvernement de la République pour condamner sévèrement, n'est-ce pas, tout ce qu'il entrevoit exercer au Cameroun pour soutenir la pratique, n'est-ce pas, de cette, excusez-moi d'utiliser le terme, cette chose qui est condamnée par la loi pénale au Cameroun. Dans le code pénal, l'article 347, alinéa 1 du code pénal, nous ne saurons, n'est-ce pas, accepter que ces genres de pratiques puissent être véhiculés, peut être promus au Cameroun, d'autant plus que en relation internationale, les pays sont égaux. Et il faut respecter, n'est-ce pas, les lois et coutumes des pays qui vous accueillent. Je vois très mal le Cameroun organisé, n'est-ce pas, par l'entremise d'un ambassadeur en France, une réunion dans le but de promouvoir, n'est-ce pas, la polygamie qui est condamnée en France, qui est réprimée en France. Et il faut faire très attention à ce que ce qu'il souhaite venir faire au Cameroun, cet esprit qu'il faut condamner, ne se transforme pas, n'est-ce pas, en un problème diplomatique. Il faut respecter les droits et les coutumes de la République du Cameroun. Et je crois que le ministre des Relations extérieures est dans son rôle. Parce que nous sommes dans un contexte où nous sommes des traditionalistes, n'oublions pas ça, nous sommes des Bantous, et que nous avons été moulés dans le respect de la famille qui est constituée d'un père et d'une mère. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne nous habituer, nous abrutir ici, abrutir nos enfants avec des phénomènes donc, qui ne viennent pas de notre quotidien. Donc nous rejetons de manière sincère et ferme. Donc pour ma part, il est important, n'est-ce pas, que le ministre fasse cette communication-là, à l'effet d'interpeller la communauté internationale, notamment la France, que le Cameroun n'est pas
la chasse gardée, ni d'un dicton, ni, n'est-ce pas, d'un groupuscule de personnes qui veulent promouvoir des pratiques qui ne sont pas acceptables au Cameroun, ni, n'est-ce pas, à ce que le Cameroun ne saurait admettre, n'est-ce pas, des personnes. Nous respectons les convictions de toute personne. Il y a la liberté d'expression qui est entretenue au Cameroun, mais nous condamnons, n'est-ce pas, ces pratiques homosexuelles qui soient répandues dans ce Cameroun, et nous condamnons cela fermement. Maître Achille-Dio, essayons quand même d'aller visiter et parcourir cette lettre du ministre le jeune Mbela. Il dit, par ailleurs, il est bon de rappeler que la position du gouvernement camerounais sur les définitions du genre, de l'orientation et de l'identité sexuelle au Cameroun est claire et dénuée de tout débat. Il n'est donc pas possible de parler des personnes LGBT+, au Cameroun. Le fait est ainsi qualifié de crime en droit commun par l'article 347 alinéa 1 sur l'homosexualité de la loi donc de 2015/007 du 12 juin 2016 portant code pénal au Cameroun. Avec toutes ces lois qu'on sait déjà, est-ce qu'on a besoin encore de le rappeler véritablement dans une visite qui risque de virer à un problème purement diplomatique, il faut le dire? Oui. Je réponds directement par l'affirmative à votre question. Question sur laquelle vous puisque la loi, on sait déjà que la loi réprime cela, mais le débat peut quand même se faire. Vous pensez que si ces gens étaient conscients de ce que la loi pénale camerounaise réprime cela, vous pensez qu'ils pouvaient s'hasarder à effectuer une visite au Cameroun, visite à laquelle certaines activités seraient menées, c'est-à-dire des conférences, débats sur le droit des personnes LGBTQ+. Non, il faut faire attention. Je pense que sur ce plateau, nous ferons, une fois n'est pas coutume, nous ferons peut-être l'unanimité sur le point de ce que nous sommes des Bantous et que nous devons nous battre pour préserver ce qui est cher, notre culture. On ne doit rien nous imposer. Nous ne comprenons pas comment ces Occidentaux veulent toujours mettre dans la tête des Camerounais que les droits de l'homme voudraient qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut. Vous faites ce que vous voulez dans un contexte qui est dominé par le droit positif. Le droit positif, c'est l'ensemble des contraintes qui s'appliquent à tout le monde. Si nous restons et nous disons que nous ne voulons pas d'homosexualité chez nous, nous prenons une règle suivant la loi de Lombroso qui voudrait que, en matière pénale, que l'on qualifie un comportement, nous le qualifions, nous prévoyons la peine pour cela, et puis nous puissions l'appliquer au cas où l'un des membres de la société enfreint à la règle. Alors, en la matière, l'homosexualité est interdite au Cameroun. La position du Cameroun en la matière est claire et ne fait pas débat. Ce qui m'intéresse dans la correspondance du ministre, c'est le deuxième paragraphe qui est fort révélateur. Lorsque lui-même, le ministre, en interpellant son collègue de l'administration territoriale, dit sa position. Permettez, des activités auxquelles, je cite, le ministère des Relations extérieures n'accorde pas son approbation. Et il faut déjà quand même rappeler en parenthèse que M. Berton voulait être reçu en audience par le ministre des Relations extérieures. Donc, et c'est la fameuse lettre qui a même posé le problème sur la place publique aujourd'hui. Monsieur le ministre des Relations extérieures, sur ce point, a notre soutien appuyé. Parce que, voyez-vous, vous ne pouvez pas arriver en France, prenons cet exemple, et vous marier sous le régime de la polygamie. Ils vont vous dire que c'est contre nature chez eux. Vous ne pouvez pas avoir deux femmes, que vous soyez sous le même toit ou pas, chez eux. Pourquoi ils voudraient venir chez nous, nous imposer leur façon de vivre?
Et laissez-moi vous dire, pour avoir fait un séjour là-bas, les animaux sont même plus importants là-bas chez eux que chez nous. Les animaux ont plus de droits là-bas chez eux que chez nous ici. Mais c'est leur droit, c'est leur modèle de société que nous n'avons nullement le droit d'y impacter. Mais en ce qui concerne les nations africaines, particulièrement la nation camerounaise, nous disons, nous mettons nos différences sociopolitiques de côté, nous nous mettons derrière le gouvernement de la République, tous les partis politiques de toute obédience confondue, tous les Camerounais, nous nous mettons derrière le gouvernement de la République pour soutenir ce gouvernement afin qu'on fasse bloc et faire face à cette industrie de LGBTK. Laissez-moi vous dire, c'est un groupe très puissant. Si l'Arabie Saoudite, si le Qatar, je prends l'exemple du Qatar, a pu refuser sur son sol tous ceux qui soutiennent les droits LGBT, si le Qatar a pu le faire, le Cameroun peut aussi le faire. Souvenez-vous. Tout à l'heure, on va se poser la question, quels sont les leviers? On a quels leviers? On en parle. Nous avons les leviers, c'est une question de volonté politique. On en parlera tout à l'heure. Écoutez, allez-y. Tout à l'heure, vous avez fait lecture d'une correspondance d'un membre du gouvernement qui s'adresse à un autre membre du gouvernement. Le ministre des Relations extérieures qui dit au ministre de l'administration territoriale, un peu comme le ministre de l'Intérieur, exactement, que effectivement cette personne ne doit pas atterrir chez nous. Ça, c'est un signe fort de ce que la position du gouvernement reste tranchée et par conséquent, par solidarité de l'action gouvernementale, tous les ministres de la République devraient parler d'un même son de cloche sur ce point. Vous avez vu en Arabie, je vais dire au Qatar, je crois que c'était l'avion de l'équipe de l'Allemagne qui a dû être refoulé parce que sur leur avion, il y avait les insignes LGBT. Ils étaient obligés d'atterrir, je crois, à Oman pour les modalités d'usage et tout le reste pour revenir avec un avion, n'est-ce pas, conforme aux lois et us du Qatar. Voilà comment le Cameroun doit faire. Et je dis, nous sommes derrière le gouvernement pour ce qui est de cette action. C'est très bien entendu. Abdelaziz Konaté, est-ce que ce n'est pas enfoncer une porte ouverte que cette lettre du ministre des Relations extérieures rappelait quelque chose que tout le monde connaît? Monsieur Onambeli, il faut déjà effectivement, comme les companélistes précédents, saluer la promptitude avec laquelle le gouvernement a réagi face à cette, ce que nous pourrons qualifier simplement de stratégie odieuse, n'est-ce pas, de ceux-là qui lorgnent le Cameroun, mais pas seulement que le Cameroun, l'Afrique, avec un autre regard. Et c'est quand même un fait rare, il faut le souligner, que notre gouvernement ait une réaction aussi aiguë et si avant-gardiste sur une situation ou une question d'actualité. Il faut quand même le saluer et on espère en tout cas voir ce type de réaction là aussi pour toutes les autres maux qui minent notre société. Quand j'ai dit cela, je reviens simplement pour pouvoir rappeler deux faits. Vous savez, cette énième tentative, parce qu'on n'en est pas à la première, cette énième tentative de ce lobbying LGBT n'est pas tout simplement le fruit du hasard. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez parlé un peu tout à l'heure, c'est vrai que j'emboîte peut-être un peu le pas sur un sujet que vous allez annoncer tout à l'heure, mais il faut dire que quand vous êtes un pays demandeur et que vous êtes assujetti à ce que effectivement vous tendez tout le temps de la main, vous avez aussi des conditions. Exactement. Mais évidemment que ceux à qui vous tendez la main vous posent. Exactement. Et ce n'est pas simplement le Cameroun qui est malheureusement dans cet étau-là. Bien des pays africains, bien des pays qui tendent la main justement à ces institutions-là, notamment le FMI, la Banque mondiale, sont assujettis à des conditionnalités particulièrement hors normes, il faut le dire ainsi, ou alors à des conditionnalités qui froissent la dignité humaine.
quand on la connaît telle qu'elle est instituée sur le plan divin. Quand j'ai dit cela, je voudrais aussi vous rappeler que dans un pays africain, je pense le Zimbabwe ou le Malawi, a promulgué une loi carrément pour punir, bannir, en Ouganda, merci, pour punir l'homosexualité. Et là-bas, ils ont, effectivement, vous avez vu que des pays de l'Hexagone ont réagi en suspendant certaines aides, certains financements. Voilà, par exemple, les conséquences justement de ce que souvent quand... Le Cameroun va faire comment pour ne pas avoir cette épée de Damoclès finit par tomber sur la tête? Parce qu'on parlait tout à l'heure effectivement des leviers. Comment est-ce qu'on peut contrer ça? Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie simplement? Alors c'est de l'activisme inutile de dire non, 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 et pourtant on n'a pas la force de dire non derrière. Je pense que là, si nous avons tous lu, vous avez encore relu ici la note du MINREX, des relations extérieures, et il a clairement donné sa position, c'est-à-dire que c'est une fin de non-recevoir à cette audience, clairement, dans le langage diplomatique. Et il a donc, quand vous voyez qu'il saisit le ministre de l'administration territoriale, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une façon de demander, de rappeler au ministre de l'administration territoriale que, au jour d'aujourd'hui, lui, le MINREX qui a été saisi justement par l'ambassade de France relativement à cette audience, il n'est pas question de pouvoir apporter une réponse positive à cette demande d'audience-là. Et donc, au ministre de l'administration territoriale, justement, ministre de l'Intérieur, de prendre les dispositions relatives. Maintenant, au ministère de l'Intérieur d'apprécier, au ministère de l'administration territoriale d'apprécier quelles sont les dispositions en réalité, parce que la palette est assez large. Attendons de voir donc la sortie maintenant du ministère de l'administration territoriale, qui très certainement aussi va réagir. Attendons de voir, puisque quand on parle déjà de l'administration territoriale, on parle des gouverneurs, on parle des préfets. Donc, on ne serait pas surpris que dans les jours, dans les heures qui vont suivre, il y aura forcément une continuité qui va dans le même sens, bien évidemment, puisque là, vous voyez que le ministre des Relations extérieures a parlé et en son est à celui du gouvernement, donc dont fait partie le ministère de l'administration territoriale. On ne serait donc pas surpris de ce qu'une série de mesures qui contraignent justement et des dispositions soient prises pour contraindre justement ces personnes-là qui viennent au Cameroun ici promulguer un certain nombre de faits qui ne cadrent pas effectivement, comme ça a été relevé avec les compagnonnistes, avec nos us et coutumes. Il faut rappeler que, M. Onambélé, le Cameroun est une terre d'accueil. Nous souhaitons la bienvenue, nous de la société civile, nous souhaitons la bienvenue bien évidemment à toute personne désireuse de venir visiter le Cameroun. Nous sommes un pays d'accueil, nous sommes un pays de paix, mais il ne faut pas aussi oublier, M. Onambélé, que qui dit paix ne veut pas dire forcément que nous sommes un pays de laxistes, comme on nous taxe très souvent. Les Camerounais ont ceci de particulier, dans leur grand ensemble, dans leur majorité, d'être des conservateurs sur un certain nombre de sujets. Il y a des sujets qui fédèrent les Camerounais dans toutes leurs composantes, parmi lesquels justement des sujets qui viennent à toucher les mœurs, c'est le sport, on parle très souvent du football, tout ce qui touche aux mœurs publiques. Et généralement, les Camerounais sont tous unanimes, comme vous le voyez autour de cette table, pour dire non et non et non aux actions de dépravation qui peuvent être portées sur le bateau Cameroun. Alors, revient à ces personnes-là qui sont désireuses de venir en terre camerounaise. Ils sont la bienvenue, mais qu'ils sachent qu'il y a une éthique, il y a un code de conduite et il y a des règles au Cameroun. S'ils viennent et qu'ils respectent le cadre de ces règles-là, ils sont la bienvenue. Nous sommes une terre d'accueil, mais qu'ils ne viennent pas avec un agenda caché parce qu'ils auront la désagréable surprise par, bien évidemment, le gouvernement, la société civile, de se retrouver dans des situations fâcheuses. Avant de donner la parole à Maître Le Dieu tout à l'heure, mais Basile Togo, c'est bien beau de dire qu'on va dire non, on va dire non. Mais sur quel levier, sur quelle force le Cameroun peut bien évidemment se baser pour dire non à ça? Non, vous savez, en droit international, il y a des leviers. Il y a des leviers qui peuvent, n'est-ce pas, permettre à ce qu'un pays puisse se faire entendre. Je pense on a vu en Ouganda, là, économiquement, ça ne va plus. Et il y a d'abord le levier de la réciprocité diplomatique. Hein. Je crois que si ce levier-là peut être valablement utilisé, ça veut dire qu'on refuse carrément que le ministre, l'ambassadeur de droits homosexuels puisse atterrir au Cameroun. C'est une preuve, n'est-ce pas, de la souveraineté d'un État. Il y a aussi le fait de la sensibilisation qui est portée à l'endroit, n'est-ce pas, des populations. Vous savez, les populations sont amères, sont réfractaires à la pénétration de l'homosexualité dans nos mœurs. Écoutez, le Cameroun se trouve
à la croisée des chemins, hein, où nous avons des personnes qui prônent la liberté d'expression à outrance, et que dans la liberté d'expression, ils y mettent, n'est-ce pas, des terminologies qui ne sont pas souvent très perceptibles, des terminologies sous-jacentes, et cette pénétration-là, si l'État du Cameroun, si le gouvernement ne met pas assez d'attention là, on va se rendre compte qu'à un certain moment, nous n'aurons plus de levier pour contrôler, pour essayer d'encadrer nos populations. Donc, sur cette base-là, il y a la sensibilisation qui est entretenue par le Conseil national de la communication. Il y a le ministre de la communication aussi qui est là. Il y a des spots, des affiches, des messages qui sont déjà en train d'être véhiculés dans les réseaux sociaux à l'effet de sensibiliser les uns et les autres sur la permissibilité, n'est-ce pas, de cet acte, de ces pratiques néfastes. Il y a aussi le fait que nous devons, à un moment, apprendre, n'est-ce pas, à nous prendre en charge. Un co-panéliste a cité tout à l'heure le fait de tendre toujours la main à l'Occident. Ça peut, n'est-ce pas, ces pays qui nous donnent une aide, qu'on appelle généralement l'aide au développement, ça peut amener ces pays-là à faire une sorte de chantage à un État, de telle sorte que si vous n'acceptez pas les conditions qu'ils vous prescrivent, vous pourrez, n'est-ce pas, être coupé de certaines ressources. Et sur ce point-là, il est important que le gouvernement de la République trouve des moyens à ne plus être essentiellement indépendant à l'aide internationale. Il y a d'importantes ressources au Cameroun. Il est important de les développer afin, n'est-ce pas, de permettre à ce que de pareilles aides qui sont conditionnées par ce type de pratiques-là ne puissent plus être acceptées. Il y a aussi le fait que, et c'est là je salue la présence de la position du SDF sur cette question-là, hein, ce blocus que l'opposition et le parti au pouvoir, notamment RDPC, peuvent entrefaire, ainsi que les membres de la société civile, peuvent mettre sur pied pour envoyer un signal fort, interpellateur, à ces personnes-là que non, sur ces questions-là, nous ne pouvons pas nous diviser. Vous ne pouvez pas nous diviser. Et là, je crois que tous les partis politiques doivent se prononcer sur cette question-là. Le SDF s'est prononcé sur cette question-là. Il faut saluer, n'est-ce pas, cet acte-là. Nous attendons les autres partis politiques à se prononcer sur cette question-là, afin que l'on sache qu'il y a un blocus qui est mis sur pied contre l'acceptation de ces pratiques-là dans nos us et coutumes. Je voudrais dire, pour chuter, que nous sommes dans un contexte où on ne doit pas imposer, en ce qui concerne les pratiques qui entrent dans les us et coutumes de certains États. Nous sommes des traditionalistes, nous sommes des Bantous. Quel est le message? Je parle comme ça, de manière sous-jacente, à ceux qui pourraient, n'est-ce pas, écouter ces oiseaux de mauvais augure, enfin, n'est-ce pas, de soutenir cet acte-là au Cameroun. Parce qu'il y a des ONG, il y a des associations qui font la promotion de ces pratiques-là. Et je le dis pour leur demander quel est l'avenir qu'ils souhaitent pour leur État. Quel est l'avenir qu'ils souhaitent pour l'humanité. Parce que nous savons que la pérennisation de l'humanité consiste, n'est-ce pas, à l'accouplement d'un homme et d'une femme. C'est important. C'est important de le dire. Parce qu'il ne faudrait pas que ces associations, ces organisations de la société civile puissent, n'est-ce pas, venir soutenir quelque chose dont nous ne maîtrisons pas ici au Cameroun. Comme s'il y en a pas. Non, il est important de le souligner. Il faut toujours le souligner. Parce que les gens ont souvent tendance. Les gens de ce genre-là sont quand même présents. Les gens ont souvent tendance à l'oublier. Nous ne sommes pas d'accord avec ces gens. On est d'accord, mais on est d'accord aussi que les gens de ce genre-là sont au Cameroun. Je n'ai pas envie de les appeler à haute voix. Mais ils le font peut-être de manière discrète et secrète. Cela relève de leur vie privée. Mais venir l'afficher comme ça en public, venir comme ça demander à ce qu'une loi soit votée en leur faveur, je pense que c'est quand même un peu de trop. Maître Achille Lodjo, tout à l'heure on parlait de leviers pour contrer, bien évidemment, économiquement et à l'international, je voulais dire ce Poutine pour aller prendre chez les anglophones de ce lobby-là au Cameroun. Vous pensez que nous, on peut opposer à cela quoi devant? Économiquement, on n'est pas fort.
politiquement, on reste toujours un peu fragile. Et Jean-Marie. donc, la question internationale, ça reste toujours compliqué, mais Achille Joe. Sur le plan international, ça reste compliqué parce que nous avons une économie purement extravertie. On se comprend? Mais maintenant, je vous dis que vous pouvez rester autonome en créant des points, je veux dire des méthodes ou alors en mettant sur pied des programmes de levée de fonds sans avoir besoin des bailleurs de fonds internationaux. La preuve en est que les crédits des bailleurs de fonds internationaux vous permettent de payer les intérêts des prêts. C'est-à-dire vous prenez le prêt pour payer les intérêts des prêts. Par conséquent, vous restez éternellement dans la spirale de l'endettement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Très simplement, regardez ce qui se passe au Burkina Faso avec le président de la transition Traoré. Il a lancé ce qu'on appelle l'entrepreneuriat populaire. Je me suis prononcé là-dessus il y a quelques jours, alors sur d'autres plateaux concurrents, pour dire quoi? Pour dire que voilà un véritable modèle de développement autocentré, endogène, qui permet à ce que le pays puisse être économiquement autonome et fort. Si nous avons des programmes, je prends n'importe quoi, un programme qui permet à ce qu'on tende la main à une organisation financière internationale qui soutient les droits des LGBT, alors ce qui est sûr et certain, c'est que cette organisation doit nous refuser le prêt ou alors doit nous conditionner, c'est-à-dire vous acceptez ou alors vous insérez dans votre corpus juridique national le droit des LGBT où vous n'avez pas le prêt. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Pour financer ces programmes, nous pouvons également lancer l'actionnariat populaire. Le gouvernement du Cameroun le fait à travers autre mécanisme qu'on appelle l'emprunt obligataire. Sauf qu'avec l'emprunt obligataire, ce n'est pas une sorte de dividende. C'est-à-dire, on vous prête de l'argent à l'État et l'État vous rembourse avec des intérêts le moment venu. Et la différence également, c'est que avec l'emprunt obligataire, le projet est déjà, le projet n'est pas connu. C'est le gouvernement qui sait ce qu'il doit faire avec cet argent. Alors qu'avec l'actionnariat populaire, vous et moi, si nous disons que, je vais dire, si on définit, s'il faut 200 milliards pour un programme, on nous définit le programme à l'avance. Et vous convenez avec moi que si on dit qu'une part, c'est 15 000, chacun peut aller mettre son argent là-bas pour avoir autant de parts. Également, la différence, c'est qu'il faut qu'on mette sur pied un programme lisible de retour de dividendes, ce qui n'est pas l'intérêt dans l'emprunt obligataire. Vous comprenez qu'avec l'actionnariat populaire, voilà par exemple un élément sur le plan économique que les experts en économie des ministères concernés peuvent mieux étudier la chose et proposer à une commission parlementaire pour valider. Alors, je vais accepter que vous m'avez convaincu, mais seulement, moi j'ai un problème. On demande au modernisme, on était ensemble tous dans les années 90 à parler de liberté. Il y a aussi ceux-là qui se font appeler aujourd'hui minorités, qui ont aussi demandé les libertés. C'est-à-dire au Cameroun, on a l'impression que les Camerounais veulent le beurre, mais refusent effectivement la graisse. Non, écoutez, Jean-Marie, la façon dont vous menez le débat va permettre à ce que ces gens se croient tout permis. Non, mais les droits des minorités, prenez la constitution du Cameroun. Permettez-moi, je veux aussi aller au-delà pour que ceux qui nous écoutent et qui nous suivent... Vous voulez aller au-delà de quoi? Si la liberté est permise, allez alors voler ma chose. Puisque vous pensez que la liberté est permise, allez vous approprier frauduleusement de la chose d'autrui. La liberté est permise, non? Faites ce que vous voulez. Voilà la liberté. C'est faire tout ce que vous voulez qui n'est pas interdit. Par la loi. Si la loi a dit que les relations transgenres, si la loi a dit que les lesbiens, les gays, c'est interdit chez nous, vous n'avez plus de liberté là-dessus. Ce n'est plus une catégorie de minorité, non. La minorité se définit par rapport à la loi qui reconnaît cette minorité. Il ne faut pas que les gens partent créer, je ne sais pas, un sous-groupe et commencer à dire que nous sommes des minorités. Il faut reconnaître nos... Est-ce que la loi reconnaît ce corps comme une minorité? Quand vous prenez la constitution du Cameroun, allez à base... Faites tout à base de la Constitution. Il y a les droits des populations
autochtones qui aujourd'hui par endroits sont des minorités qui doivent être respectées. On en parlera tout à l'heure. Ce que vous faites là, Jean-Marie, je vais finir mon propos par cette image. Vous êtes journaliste à Dash. Et puis on vous dit vous devez commencer le travail à 7h30. Vous ne voulez pas vous associer avec certains autres journalistes pour dire que non, nous on va commencer le travail à 9h, que le boss le veut ou pas. Et après, quand le boss va dire non, il vous met à la porte, vous partez saisir l'inspection du travail, que groupe minoritaire, nous on a dit que nous on était majoritaire pour commencer le travail à 9h. C'est pas ça. Il y a un règlement intérieur dans la boîte qui est calqué également sur la loi du travail et les conventions collectives que et le boss et vous devez respecter. Vous avez dit tout à l'heure aux représentants du RDPC, mais ces gens existent au Cameroun. Ne faites pas comme si il y en a. Si, il y en a, mais sauf que c'est dans la clandestinité qu'ils exercent leur petit sale boulot là. Lorsqu'on vous prend, on vous défait chez le procureur et dans les 90% des cas que j'ai connus, on vous place en détention provisoire et vous venez devant le juge qui doit vous juger suivant un procès équitable et vous condamner ou vous déclarer non coupable suivant les faits et les chefs d'accusation. Mais pour tous les cas que j'ai connus, c'est toujours des condamnations. Et tout à l'heure, lors de ma prochaine prise de parole, je vous donnerai les noms de quelques gens qu'on a eu à condamner, puisqu'aujourd'hui c'est public, ce n'est plus une affaire privée. Non, ce n'est plus une affaire privée. Si le tribunal a dû attendre une affaire qui est passée au tribunal. Attends, vous pensez que soit l'audience est publique, non? En même temps aussi les noms. Mais je vais vous dire que si à l'époque Dash existait, vous pouviez avoir le droit d'aller couvrir cela et passer à votre 20h. Ça ne serait pas quelque chose de... Oui, bien sûr, alors, ça peut être stigmatisant. Oui, non, c'est pour dire que nous touchons du droit. Et je dis, tous les Camerounais de tous bords, mettez-vous derrière le gouvernement pour dire zéro LGBTQ+ au Cameroun. Allez, c'est bien suivi. Abdelaziz Konaté, vous voulez réagir? Je vous ai vu tout à l'heure. Non, c'était simplement pour aller dans la même continuité que Maître, pour dire que l'une des fragilités ici sur le plan économique, bien évidemment, emprunter, oui, Maître, mais emprunter pour quel objectif? Pour réaliser des projets. Vous voyez que la difficulté que nous avons ici, c'est qu'on emprunte, on a un État qui emprunte beaucoup d'argent, mais au niveau de la réalisation des projets, c'est problématique. Vous voyez ici que nous avons été sanctionnés par le FMI parce qu'on a dit qu'une bonne partie des projets qui étaient montés manquaient finalement au finish de maturité. Et vous voyez que cela a même questionné, bien évidemment, les montages des projets qui arrivent au niveau, n'est-ce pas, de ces structures-là pour débloquer des fonds. Donc il y a tout ça aujourd'hui qu'il faut d'abord, c'est des questions sur lesquelles, vous voyez, c'est malheureusement un engrenage. C'est-à-dire que vous prenez un bout, mais finalement, vous vous retrouvez en train de faire le tour de la chaîne parce que... et après, il y a des conséquences après. Parce que malheureusement, effectivement, quand vous venez au jour d'aujourd'hui, pour la plupart de ces institutions-là, quand vous venez aujourd'hui tendre la main à ces institutions-là, il y a des préalables. Ça, c'est ce qu'on vous impose à partir du moment où, actuellement, nous sommes plus ou moins dans une situation... C'est donc sérieux de signer après? Il faut dire que c'est la situation économique de votre pays qui vous conduit à cela. Nous sommes aujourd'hui, ne l'oublions pas, monsieur Jean-Marie Nambélé, nous sommes quand même dans une situation, on va le dire ainsi, même si on tente à vouloir toujours l'habiller, nous sommes quand même dans une période de réajustement structurel où il y a un certain nombre aujourd'hui de réalités qui s'imposent au Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, malheureusement, n'a pas la capacité de pouvoir réaliser un certain nombre de projets sans pour autant avoir l'assistance justement des partenaires extérieurs. Dans leurs conditions. Et cela est assorti malheureusement des conditionnalités. Pour qu'on puisse sortir, bien évidemment, de ce rouleau d'étranglement, il serait déjà souhaitable de commencer par réaliser les projets pour lesquels on prend de l'argent. Quand on prend de l'argent et que malheureusement, après, des fois, comme la plupart du temps, on est face à des éléphants blancs, ou alors des projets qui sont mal ficelés, et après avoir englouti 2-3 fois généralement même l'argent qui a été prévu à cela, et qu'il faille encore repartir sur les marchés financiers pour pouvoir trouver de l'argent, vous voyez qu'à un moment, ça ne fait pas très sérieux. Et donc,
à cette spirale-là, effectivement, vous faites prendre, parce qu'en face, vous avez quand même une ingénierie bien ficelée par des structures quand même qui ont déjà une certaine renommée, une certaine ancienneté à la matière. Et c'est donc malheureusement, comme je dis, le Cameroun n'est pas exempt de ce qui est en train de se passer actuellement. C'est ce qui se passe un peu partout aujourd'hui en Afrique pour des pays qui tendent la main encore aujourd'hui qui sont encore suspendus à la mamelle nourricière malheureusement des institutions financières étrangères. Et à cela, il faut bien évidemment, pour apporter une réponse concrète, il faudrait déjà effectivement entrer dans le fond du sujet, pas simplement rester en surface, c'est-à-dire réaliser les projets une fois qu'on a pris de l'argent. Et une fois qu'on a réalisé des projets, c'est déjà de la valeur ajoutée, c'est déjà une économie qui commence à devenir rotative et à ce moment-là, elle génère des ressources qui peuvent permettre effectivement d'inscrire un plan de désamorcement des dettes que nous prenons. Mais quand nous prenons de l'argent et que malheureusement des projets ne sont pas réalisés, vous voyez qu'il faut continuer parce que l'État doit continuer d'exister, l'État doit continuer d'avancer, donc il faut s'endetter. C'est donc, on nous dit que finalement, on n'a pas de levier, on va finir par accepter. Pour le moment, nous ne sommes pas dans une posture de force, mais ce n'est pas que nous n'allons pas accepter parce qu'effectivement, c'est en train d'être relevé ici. Comme je vous présente, M. Onambele, la complexité, vous savez, un État dans lequel l'État se retrouve. Cela ne veut pas dire pour autant que nous allons nous baisser. Les Camerounais, le peuple camerounais est un peuple fier. Et au-delà de ce qui peut être, on sait se retrousser les manches puisqu'on le fait depuis 90 et qu'on n'en est pas mort. Donc, ce n'est pas se serrer davantage encore la ceinture d'un rouleau qui va être fatidique pour nous. Mais il faut dire simplement qu'il faut un éveil de conscience. Il faut prendre effectivement très au sérieux ce qui est en train de se passer aujourd'hui et comprendre qu'à long terme, si nous ne faisons rien de façon concrète, on ne peut pas simplement être en train de réagir, d'être tout simplement dans de la réactivité, mais il faut aussi anticiper sur un certain nombre de choses, bien évidemment, en posant des actes de maturité. Basile et Mec Lodjo, on sort du sujet. Peut-être encore un mot à ajouter. Basile et Togo. Oui, ce que je voudrais dire, c'est tout de moins, c'est de féliciter la réaction du peuple camerounais qui a rapidement vu derrière l'arrivée de l'ambassadeur Jean-Marc Berton, qui a vu une supercherie et puis il y a une mobilisation tout azimut, sans que le gouvernement ne puisse même sortir, dire un mot. Il y a une mobilisation qui a été rapidement mise en place dans les réseaux sociaux. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, des affiches, des flyers circulant dans les réseaux sociaux disant que la famille, c'est le père, la mère et les enfants et que ce qui est envisagé par ces Occidentaux-là au Cameroun ne peut pas passer. C'est ça que nous voulons, c'est ce patriotisme que nous voulons, ce patriotisme culturel. Permettez-moi de vous relancer quand même. On est aujourd'hui en train de fermer la porte à M. Berton, mais je ne vais pas le nommer, on se souvient quand même qu'il y a une personnalité diplomatique qui était presque dans une condition, je vous l'ai dit, hors norme pour le Cameroun, mais finalement, elle est là et elle est toujours en train d'exercer. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver peut-être dans le même... C'est vrai que le parallélisme de forme est peut-être très vite fait. On se souvient aussi de la montée et même certains Camerounais qui sont montés au créneau, mais finalement, il est au Cameroun. Est-ce que tout ça ne va pas être que du vent, comme avec effectivement ce premier cas? Sauf que pour le cas dont vous citez tout à l'heure, il vous revient que le diplomate en question, il y avait eu un refus, il y avait d'abord eu un blocage pendant près de 6 mois à le voir arriver au Cameroun. Et le Cameroun a posé ses conditions s'il fallait qu'il soit envoyé comme diplomate au Cameroun. Et dans ces conditions-là, il était clairement indiqué qu'il ne devait pas arriver avec son partenaire. Et vous savez aussi qu'il n'a pas été reçu par le chef de l'État, notamment pour ses lettres d'accréditation. Cela montre à suffisance que l'État du Cameroun est contre ces pratiques-là et que nous sommes dans une sensibilisation perpétuelle, enfin, n'est-ce pas, de démontrer que ces choses ne sont pas acceptées au Cameroun et qu'il est important que tout le peuple camerounais continue à se mobiliser derrière le gouvernement de la République, enfin, n'est-ce pas, de barrer la voie à ces pratiques-là. Allez, nous devions donc parler normalement de lutte inachevée du chairman. Oui, Abdelaziz. Pour être totalement, même pas, pour être totalement en phase avec ce que M.
Togo vient de dire, l'ambassadeur en question a finalement été reçu, sa lettre d'accréditation au palais par le président de la République, mais effectivement sous réserve des conditionnalités du gouvernement du Cameroun et qu'il s'est tenu de respecter. Donc dans les accréditations des ambassadeurs qui se sont d'ailleurs déroulées la semaine passée, il était parmi ces ambassadeurs-là. Mais il le sait déjà à quoi s'en tenir à la première dérive par rapport au gouvernement du Cameroun. En tout cas, on en reparlera sûrement dans les prochains jours parce que ce qui est sûr, c'est que dans les prochaines heures, voire même les prochains jours, le ministre de l'administration territoriale va donc nous dire quelles sont les dispositions qui ont été prises par rapport à cette venue de M. Jean-Marc Berton. On devait normalement, il faut dire que ce sujet nous est tombé sur la tête à la dernière minute. Il fallait bien qu'on en parle puisque c'est l'actualité. Mais on avait prévu parler de cette lutte inachevée du chairman Ni John Frondi, le professeur Kamto, dans son hommage rendu la semaine dernière après le décès du chairman Ni John Frondi, a donc parlé de cette lutte inachevée. Maître Achille Dio, vous qui êtes militant du Social Democratic Front, comment avez-vous accueilli cette définition ou alors cette insertion du professeur Maurice Kamto? Lutte inachevée du chairman Ni John Frondi? Vous êtes d'accord? Ben, ça dépend de quel côté on se situe pour appréhender l'expression lutte inachevée telle que utilisée par le président national du MRC. Ce que je retiens, c'est l'hommage qui a été rendu à ce grand homme du combat politique au Cameroun. Ce que je retiens également, c'est ce message de condoléances avec des mots choisis du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, à l'endroit de notre formation politique et de la famille nucléaire du chairman Ni John Frondi. Un papa attentionné, il était. Un combattant patriote, il était également. S'il faut revenir maintenant sur l'expression ou les mots tels qu'utilisés par le président national du MRC, je pourrais verser dans ce qui me paraît inapproprié. Déjà, aucun de ses représentants pour me répondre. Et puisque 2025 approche et que nous sommes censés agir en synergie, je parle bien des partis politiques de l'opposition, dont je ne parle pas exclusivement du MRC. La preuve en est qu'en 2020, si je reste dans le cas de Douala deuxième, nous avons fait une coalition dans laquelle le MRC invité au pourparler a finalement été mis à l'écart et nous avons continué, avons mis sur pied cette plateforme de coalition et de 5 partis politiques bien sûr. Donc je disais que 2025 approche et au vu des vœux de synergie de la population, au vu donc de ces vœux qui voudraient qu'on se mette ensemble, je ne voudrais pas verser dans un décortiquage de cette expression qui, pour moi, s'il faut regarder dans le fond, pour certains serait inapproprié, pour d'autres le serait. Inapproprié, pourquoi? Parce qu'en réalité, en pareille circonstance, il faut utiliser les termes qui ne prêteraient pas à confusion. Il faut être sobre, sain, comme quand je dis sain, donc simple dans l'expression, comme l'a fait le président Cabral, comme l'a fait le président de la République, comme l'a fait le président Sambaka avec l'AFC, l'AFP, autant pour moi, comme l'a fait le président grand frère Anissé Ekane, bref, comme l'a fait tous ces hommes politiques, sans mettre le mot où il faut. Et de l'autre côté, quelqu'un va vous dire non, le combat du SDF, du chairman, c'était d'atteindre la magistrature suprême. Il ne l'a pas atteint, il n'a pas réussi à changer l'ordre gouvernemental. Par conséquent, on est à bon droit de dire que le combat n'est pas été achevé. Non, je retorquerai à ceux-là que
loin s'en faut, ce n'est pas le combat du chairman, c'est le combat de la formation politique. Et la formation politique, le SDF a toujours ça en objectif, accéder au pouvoir. Donc notre credo, notre objectif premier, c'est accéder au pouvoir, c'est de diriger le pays. Si entre-temps l'un des membres, soit-il figure emblématique, décède, le combat continue. Vous comprenez pourquoi je dis que l'expression n'est pas appropriée. Si M. Kamto aujourd'hui, nous ne le souhaitons pas, n'est plus de ce monde, on ne dira pas que son combat n'est pas inachevé. Pourquoi? Parce que son combat se menait dans une formation politique qui le portait. Et par conséquent, le combat n'étant pas intuitif, personné, les autres continueront le combat. Actuellement, nous continuons et nous allons continuer le combat du chairman que menait le chairman Idion Founi. Ce n'était pas son combat, c'était le combat des sociodémocrates. Par conséquent, l'expression combat inachevé ne sied pas. Pendant 33 ans, s'est battu. Mais pour le professeur Maurice Kamto, il y a eu comme une odeur de lutte inachevée. Onambélé, avant de répondre à cette question, permettez-moi de saluer la mémoire de cette personnalité politique qui a marqué la démocratie camerounaise. N'oubliez pas qu'il a contribué à ce que le Cameroun, au multipartisme au Cameroun, il faut le dire, sans embâche, ni tambour. Et je me félicite, n'est-ce pas, de la lettre de condoléances qui a été adressée par le professeur Jacques Famendongo en qualité de secrétaire à la communication au nom du RDPC pour saluer, n'est-ce pas, la mémoire de cet illustre disparu, parce qu'il faut relever que nous faisons dans l'animation politique et ce n'est pas parce que nous sommes dans des idéologies politiques différentes que nous dans la vie, nous ne pouvons pas être des amis, nous ne pouvons pas être des frères. Il faut bien le distinguer. Et en plus, je voudrais aussi me féliciter et saluer l'adresse à la famille nucléaire et la famille politique du chairman, notamment l'adresse du chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui cite dans cette correspondance, je dis, je tiens à saluer la mémoire de cette personnalité politique qui fut un père de famille attentionné et un patriote engagé. Ce sont les mots du chef de l'État, son excellence Paul Biya. Je voudrais vous faire remarquer que ce qui me marque, n'est-ce pas, du vécu de M. John Fondi, c'est d'abord le fait qu'il a été enlevé à 2 reprises par ceux qui terrorisent les populations nord-sud-ouest et que couteau à la gorge, il avait dit, vous ferez mieux de sortir de la brousse et de revenir dans la République. Je vous dis couteau à la gorge. Je voudrais aussi vous faire mention de ce qu'il a personnellement contribué à ce que beaucoup de ces jeunes qui sont formatés puissent retrouver les centres de DDR. Donc, sur ce point-là, il faut relever que c'est un patriote engagé qui a quitté la scène politique camerounaise. Maintenant, les mots que tiennent M. Maurice Kamto, président du MSC, n'engagent que lui. Je pense là qu'il veut, comme on dit souvent, utiliser la pluie pour faire l'apanage, n'est-ce pas, pour faire, pour vanter son parti politique. Et je crois que c'est, il faut le dire, indécent. Parce que nous sommes en situation de quelqu'un qui a perdu sa vie. Ce que nous devrions faire, c'est quand même marquer un moment d'arrêt et respecter le mort. En Afrique, c'est très important. Lorsque des gens viennent danser sur le cadavre, je me demande bien si ils ne confondent pas politique et social. L'aspect social ici voudrait qu'il faut quand même marquer un temps d'arrêt et saluer la mémoire. Même si c'est son adversaire, il faut saluer sa mémoire parce que c'est un être humain qui est mort. Donc, mais ce que je remarque, curieusement, c'est que les mêmes fautes que le chairman, les mêmes décisions que le chairman a prises en tant que président du parti politique, mais ce sont ces mêmes fautes
que ce dirait le même personnage. cheminement. Je dis que ce sont les mêmes fautes que cet individu qui a eu 14% à l'élection présidentielle de 2018 est en train de faire. Parce que lorsque... Enlevez le mot individu, s'il vous plaît. Mais c'est un individu. Non, c'est un éminent professeur quand même d'université. C'est un individu. Dès que le président de parti politique. Appeler quelqu'un individu, ce n'est pas une insulte. Nous sommes tous des individus. Donc, ce n'est pas une insulte. Vous connaissez la connotation quand même dans la société camerounaise. Non, non. C'est vous qui en faites un problème. C'est vous qui en faites un problème. Donc, voir qu'il reprend les mêmes erreurs du chairman voudrait dire qu'il n'a pas compris comment est-ce que la politique fonctionne. Il n'a pas compris comment est-ce que la démocratie fonctionne. Et maintenant qu'il souffre d'une pathologie représentative, parce qu'il n'est nulle part, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, ni au conseil municipal, ni au conseil régional, ni à la présidence de la République, et que son parti politique est devenu une ONG, il voudrait faire du buzz sur, n'est-ce pas, la mort du chairman Nudjon Fundi. Je pense qu'il faut faire très attention sur les mots que nous tenons. Et le citer d'individu n'est pas une insulte, non. Et je crois que sa sortie signifie, sa sortie qualifie à suffisance le type de personne qu'il est. Merci à vous, Basile Togo, mais je vous connais souvent très pondéré, mais aujourd'hui, vous m'étonnez un peu. Abdelaziz Konaté, on commentait sur cette sortie du professeur Maurice Kamtou, lutte inachevée, sur le travail, ou alors le parcours du chairman Nudjon Fundi. Bon, il faut dire que pour quelqu'un qui a quand même eu 3 représentativités aux élections présidentielles, 92, 2004, 2011, et puis 2020 par un représentant qu'il a nommé lui-même, dire que c'est un combat inachevé et les 3 premières fois quand même sortir deuxième à chaque tour. Il faut dire quand même que pour ne serait-ce que 92, 2004, 2011, il était le premier parti de l'opposition et donc le deuxième à ces élections présidentielles. On ne peut pas parler de combat inachevé. On peut dire que, comme dans le jeu politique, ce parti-là a été un parti qui a animé effectivement le jeu politique pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années maintenant. Je ne m'alignerai pas dans cette position qui tente qui sous-tendrait que effectivement il y a un combat, un goût d'inachevé au sein du SDF. Quand on voit la relève, quand on voit la qualité, quand on voit la composante, la consistance de ce qu'il y a à l'intérieur de ce parti politique, on est quand même à même de se dire que l'œuvre justement de ce grand visionnaire, de ce grand homme d'État n'a pas été vaine. On voit aujourd'hui qu'il y a effectivement le simple fait de voir deux tendances régulièrement s'affronter au sein de ce parti démontre et connote de la vitalité de ce parti-là. Donc on ne peut pas dire que c'est un combat inachevé parce qu'effectivement, il faut, comme dans toute maison, il faut des rivalités, il faut de la compétition, il faut effectivement que le plus méritant soit hissé au sommet pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, de tenir l'étendard. Et quand on voit, on a observé quand même que ces 10 dernières années, le chairman a beaucoup plus joué, a été dans un rôle de régulateur, il a été d'apaisement, il a été dans une posture, on va dire, beaucoup plus de souplesse que celle-là qui appelait à revenir aux fondamentaux du SDF, c'est-à-dire des années 92, des années de Braise, où il y a une fraction qui réclame avec beaucoup d'ardeur le retour aux années dures, et il y a bien évidemment cette faction pondérée qui, elle, militait pour un processus beaucoup plus assoupli. On a fait vite de temps en temps de taxer bien évidemment cette faction-là de complotistes ou d'alors d'associationnistes avec bien évidemment certains autres partis. Mais il faut dire que ça démontre, en tout cas quand on voit la vivacité qu'il y a à l'intérieur de ce parti, on sent qu'il y a une dynamique, que les bases sont bien fondées et qu'effectivement, après, et c'est ça, et c'est en cela d'ailleurs qu'on reconnaît les grands partis. Parce que vous voyez très bien que
pour parler du RDPC, le parti auquel aussi j'appartiens, vous voyez très bien qu'après le départ du président Ahidjo, nous étions à l'UNC, et après le départ du président Ahidjo de l'UNC, nous avons quitté de l'UNC pour devenir le RDPC. C'est la continuité de l'UNC, donc c'est la vitalité d'un parti. Donc il faut aussi s'attendre à une même dynamique, en tout cas c'est cela qu'on espère, nous de la société civile, c'est ce qu'on attend du SDF, et on pense que au vu de l'élogieux travail qui a été abattu par ce grand homme d'État qui peut aujourd'hui aller paisiblement se reposer dans la prairie des zéros et des hommes de valeur, on pense qu'il y aura très certainement des hommes et des femmes suffisamment outillés pour reprendre le flambeau, l'étendard du SDF et continuer de mener les batailles qui sont les leurs. Voilà ce qu'on peut dire sur la position du SDF. Effectivement, on souhaitait ne pas trop s'attarder sur le sujet. Déjà aussi, vous rappelez, chers téléspectateurs, qu'on a bien convié le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais ça reste toujours compliqué de les avoir sur notre plateau. Sinon, on a fait notre travail, c'est effectivement de vouloir équilibrer ce débat. On espère qu'eux, ils vont pouvoir nous répondre. Et comme je le dis, et comme j'ai dit aux responsables, la balle est dans leur camp. Mais Rachid Le Diop, peut-être un dernier mot sur ce sujet, pour qu'on aille parler de cette fameuse réforme foncière. Un dernier mot, je dirais tout simplement que le SDF reste droit dans ses bottes. Nous organisons le congrès qui, au sorti duquel la communauté nationale et internationale pourront avoir les visages des nouveaux responsables du parti, du nouveau chairman du parti. 27, 28, 29 juillet 2023 et que tout ce que nous pouvons faire en interne soit véritablement dans le sens de rendre un hommage mérité, un vibrant hommage à ce grand homme qui en réalité mérite d'être élevé au panthéon des grands hommes de cette République. Et imaginez-vous, je vais sortir par là, vous pouvez répondre à ma question. Imaginez-vous qu'en 92, le chairman s'était autoproclamé vainqueur également. En tout cas, on a vu quand même quelqu'un d'autre qui s'est autoproclamé dans une télévision. Je dis donc que si le chairman s'était aussi autoproclamé en 92, qu'aurait été la suite, qu'aurait été notre Cameroun? Compliqué. En tout cas, on ne peut pas répondre à la question aujourd'hui. On va plutôt nous retourner pour aller parler d'autre chose et de toute autre chose et de cette fameuse réforme foncière. Un sociologue, professeur d'université, le professeur Claude Abbé, s'était donc levé il y a quelques semaines pour parler de cette réforme foncière au Cameroun, puisque pour lui, on a une république et aujourd'hui, il y a un problème. Le gouvernement devrait bien évidemment se pencher sur cette réforme foncière. Aujourd'hui, ça refait débat puisqu'on constate de gauche à droite qu'on a des évictions, qu'on a bien évidemment plusieurs difficultés foncières dans les différentes villes du Cameroun. Un chiffre éloquent, par exemple, dans la ville de Douala, près de 80 à 85% des procès au niveau des différents tribunaux ont trait au foncier. Il y a donc véritablement matière à s'y pencher, véritablement matière de voir un peu plus clair là à l'intérieur. Et pour effectivement déjà en parler, peut-être déjà vous définissez même ce que c'est que la réforme foncière. Selon le Petit Larousse, dans une définition élargie, la réforme foncière est donc une réforme complexe du régime foncier et des conditions de la production agricole de façon à éliminer les obstacles du développement économique et social par une redistribution des richesses, des chances et du pouvoir qui s'attachent à la possession comme au contrôle du sol. Ça veut dire donc que la réforme foncière est pour faire simple une sorte de redistribution des cartes, une redistribution des chances à la possession du sol. Abdelaziz Konaté, peut-être revenir, commencer par vous. Est-ce qu'au Cameroun aujourd'hui, on peut véritablement dire, avec tout ce qui se vit de gauche à droite, que le professeur Claude Abbé avait raison, à part peut-être la fin de ses propos où il parlait, en tout cas, on ne va pas revenir là-dessus, de rentrer chez vous, mais rien que dans cette question de la réforme foncière, avait-il raison d'en parler?
Monsieur Onambele, pour répondre à votre question, je vais d'abord m'en aller vous présenter un fait. Opérateur économique que je suis, exerçant en partie une de mes activités dans justement le secteur foncier, au travers de ma société civile immobilière. Nous avons eu à contacter des partenaires extérieurs dans le cadre d'un projet agro-industriel. Et très souvent, comme je vous parle d'un dossier qui est en cours, et 2 sur 4 partenaires que nous avons, avec lesquels nous avons pu discuter, 2 se sont avérés être de potentiels clients sérieux. Alors, chose curieuse, pour 2 partenaires différents appartenant, bien évidemment, un étant du côté des États-Unis et l'autre sur le continent européen, donc pour dire que le caractère, je vous démontre la distance, mais sont revenus sur la même question. Chez vous, au Cameroun, M. Konaté, on est prêt pour cet investissement. On voit que le projet il est très bon, mais il y a des problèmes au niveau du foncier dans votre pays. Cela nous a été signalé par nos représentations diplomatiques chez vous. Il y a des problèmes du foncier chez vous actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'attendre l'après 2025, peut-être pour que éventuellement on puisse avoir une meilleure lecture compte tenu de l'ampleur, de l'importance du projet à financer? Voilà, je vous parle là, ce qui revient de 2 partenaires sérieux appartenant à des pays et des continents différents. Donc, qui vous reviennent avec la même observation qui ressort au niveau, bien évidemment, de leur représentation diplomatique dans votre pays. Ça, c'est une chose. Quand je vous ai dit cela, je vous ramène encore sur le plan aujourd'hui de la banque. C'est bien que mon frère Etogo soit aussi un opérateur économique, il est dans les affaires comme moi. Il sait les contraintes que nous avons quand nous arrivons au niveau de la banque aujourd'hui et que nous voulons lever des financements pour faire des projets. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez déjà fini, c'est pas que c'était chose aisée, mais quand vous aviez fini déjà le long chemin de croix qui vous, finalement, vous octroyait votre titre foncier, mais vous arriviez à la banque, la poitrine bombée, et puis vous alliez le taper sur la table de votre gestionnaire de compte, parce que vous saviez que là, vous aviez déjà l'élément, l'atout principal qui vous permettrait de pouvoir débloquer des fonds. Mais aujourd'hui, monsieur Onambele, je vous envoie aller tenter cette expérience. Vous serez surpris. Vous venez avec un titre foncier. Le banquier vous dit quand même que compte tenu de l'incertitude actuelle qu'il y a dans les problématiques foncières, il faut déposer une caution. C'est-à-dire que vous déposez un titre foncier et vous devez déposer une caution. Ça, c'est ce que nous vivons sur le plan pratique. Quand je vous ai dit cela, je reviens simplement maintenant sur votre question. Et ça sera là ma première sortie parce que je suppose que j'aurai l'occasion de revenir pour donner l'occasion aussi à mes copanélistes de réagir. Quand vous avez le 80% des exactions foncières que vous observez ci et là, et on se rend bien compte qu'en réalité, finalement, Douala n'était qu'un projet témoin d'une conspiration beaucoup plus grande qui aujourd'hui s'étend sur les 10 régions du Cameroun. Douala n'a été qu'en fait la phase pilote d'une conspiration véritablement scandaleuse et scabreuse. Quand vous avez aujourd'hui 80% des espaces fonciers qui appartiennent à ceux que le chef de l'État a qualifiés de bandits à col blanc. Monsieur Onambele, et c'est eux, pour la plupart, qui sont chargés de faire passer ces lois à l'Assemblée, au Sénat et même au niveau du gouvernement. C'est eux qui sont censés préparer, conduire cette loi-là pour que cette réforme-là se fasse, ou tout au moins aller expliquer les biens fondés au chef de l'État, si tant est-il qu'il attend de ses conseillers un certain nombre de motivations sur ces questions-là. Mais vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, que lui-même le chef de l'État a appelé bandits à col blanc, sont les plus gros propriétaires fonciers au Cameroun. Et vous savez, une réforme de la loi foncière, ceux à qui ça fera le plus mal, les premiers malheureusement, c'est bien ces personnes-là, ces titulaires de toutes ces réserves, ces espaces fonciers qu'ils engrangent au jour le jour, à n'en savoir plus quoi faire. Donc vous comprenez donc très bien que le premier blocus que vous avez, c'est bien évidemment ces bandits à col blanc, qui ne peuvent pas, puisque ce seront, de façon évidente, et ils seront les premiers payeurs, parce qu'il faudra bien passer à la caisse
Vous savez très bien que qui dit réforme de la loi foncière dit qu'il faudra revoir aussi les prix sur la taxe foncière et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que vous imaginez pour un individu qui se retrouve avec 100 titres fonciers, doit payer la taxe foncière dessus, ce que ça va lui coûter en termes d'immeubles, en termes de prête-nom et tout, parce que même si, comme ils ont l'habitude de fonctionner en mode de prête-nom connu, tous ces prête-noms-là, celui qui passera à la caisse, c'est bien le détenteur final. Est-ce que vous pensez donc que quand un individu a 150 titres fonciers et qu'il doit donc payer la taxe foncière sur 150 titres fonciers avec les immeubles et autres qui sont en train de pousser ci et là, il serait favorable à ce qu'une loi comme celle-là puisse passer quand il sait ce que cela va lui coûter? La motivation ne serait très certainement pas au rendez-vous. Voilà pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les Camerounais appellent de leur vœu cette réforme foncière-là, mais en même temps, on n'est pas dupe. On sait très bien que, compte tenu de la complexité de ce qui se vit au jour d'aujourd'hui, il sera bien évidemment difficile qu'on puisse voir, en tout cas pas pour le moment, pas en l'état, il serait quasiment, cela relèverait d'un miracle qu'on puisse voir, n'est-ce pas, une réforme foncière puisse voir le jour dans le contexte qui est le nôtre actuellement. Maître Achille Dio, vous qui êtes dans ce milieu juridico-judiciaire, hein, est-ce que pour vous aussi là-bas, la question se pose déjà au vu du nombre d'affaires quand même dans les différents tribunaux et au vu des nombreux procès dans ce domaine du foncier au Cameroun? Les prétoires au Cameroun sont bondés des affaires à caractère foncier, escroquerie foncière, troubles de jouissance et tout le reste. Ce qui a lieu de retenir également, c'est que le problème foncier au Cameroun est devenu tellement grand que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement et quelque part aussi, ça va crescendo parce qu'il y a un manque d'information de la part des acquéreurs. De deux, il y a également un besoin appuyé de revoir le cadre législatif en la matière. On parle ce soir. Je vais commencer avec le premier point. J'ai parlé de l'ignorance des acquéreurs qui fait à ce que le prétoire, le rôle des audiences correctionnelles ou criminelles soit autant bondé de ce genre d'affaires. En fait, beaucoup de Camerounais, quand ils veulent acheter le terrain, ne cherchent pas à savoir quel est le statut juridique de ce terrain. Quand ils veulent acheter un terrain, premièrement, si c'est borné, ils veulent seulement le titre foncier. Lorsque vous lui donnez le titre foncier, il va s'engager. Or, vous pouvez avoir un titre foncier à main qui est nul et dénué de fait. Ce qui a lieu de comprendre, c'est que si vous voulez acheter un terrain, je dis de façon ramassée parce qu'il y a plus poussé, information plus poussée. Ne demandez pas le titre foncier, demandez le numéro du titre foncier et allez au cadastre ou à la conservation foncière, c'est mieux à la conservation foncière. Demandez plutôt le certificat de propriété. Et ce certificat de propriété vous renseigne si le terrain est hypothéqué. Un cas où la personne avait le certificat de propriété, mais après s'est retrouvée dans des difficultés. On a annulé même son titre foncier. Ça, c'est autre chose. Je vais arriver là avec la deuxième. Quand je parle de la nécessité de refondre le cadre législatif, je vais arriver à là parce que du jour au lendemain, votre titre foncier que vous déposez à la banque peut être annulé. C'est pour ajouter de l'eau au moulin de M. Konaté qui disait effectivement quand vous déposez à la banque, on vous demande une caution. Je vais arriver là pour justifier la peur de la banque. Restons d'abord avec le cas du manque d'information des acquéreurs qui, une fois on lui a brandi un titre foncier, va sortir son argent versé et après se rend compte que le titre là était annulé. Ou alors le titre là était hypothéqué parce qu'il y a des bandits qui déposent le titre à la banque et après saisissent le président du tribunal de première instance pour demander un duplicata, le duplicata. Et avec le duplicata, se met à faire des transactions comme il veut alors que c'est à la banque. Si vous ne partez pas prendre le certificat de propriété pour rendre compte qu'effectivement le titre foncier numéro tant est hypothéqué auprès de telle structure ou alors est hypothéqué ou est grévé de telles charges ou droits réels, vous ne saurez pas. Vous allez vous rendre comme ça sur le site
le site, effectivement, c'est pour lui, sauf qu'il n'a plus le droit de pouvoir transférer à une autre personne. Et vous allez rendre compte que, autre chose, quand quelqu'un peut acheter un terrain, il ne veut pas savoir si le terrain est borné, est titré ou pas. Parfois, c'est les terrains du domaine national. Et maintenant, il part acheter avec ce qu'on a appelé les certificats d'abandon de droit coutumier, que le ministre tout récemment a interdit cela et enlevé dans l'arsenal juridique des pièces qui puissent être dans le corpus pour... Et on reviendra là-dessus. Est-ce que c'est même normal, effectivement? Et autre chose maintenant, c'est qu'il y a cette roubladise des géomètres, qui, même pas des géomètres, vraiment, mettons, c'est vrai que les géomètres, ce n'est pas encore à ce niveau. Et je maîtrise au foncier du bout des doigts, je sais ce que je dis, je le fais chaque jour. Les géomètres, ce n'est pas encore à ce niveau. Vous allez voir quelqu'un qui appelle un géomètre, venez me lever les bornes de Montréal. Tout naturellement, le géomètre arrive. Lorsque vous lui donnez ces 50 000, il lève les 4 bornes, il vous dresse le croquis, il vous donne. Vous allez rendre compte qu'avec ce croquis, quand quelqu'un arrive, un profane, vous lui dites que non, voilà mon acte de vente, et voilà le croquis. Donc, j'ai même déjà lancé le dossier pour avoir le titre foncier au niveau du cadastre. L'imbécile tombe aussi là, au vu du croquis qui n'est même pas signé par le chef de service du cadastre, qui n'est pas signé par le géomètre qui a fait les levées. Il prend ça, il ne lit pas, il dit qu'il voit un truc qu'on a dessiné comme ça, on met quelques coordonnées, et il tombe. Et quand on l'a frappé, on se retrouve avec ce genre de dossier au prétoire. Voilà comment ce genre de dossier bonde le prétoire, les rôles, et puis malheureusement, c'est la situation. Pour ce qui est maintenant du cadre normatif, c'est-à-dire légal, la loi, je veux dire, les terres actuellement au Cameroun sont gérées, je crois, par le décret de juillet 1974. Vous voyez que de 1974 à nos jours, ce n'est plus les mêmes réalités. Si vous ne pouvez pas, M. Nambélé, avoir un terrain, un titre foncier en passant par la procédure d'immatriculation directe, vous et moi, puisque pour l'avoir, il faut l'avoir exploité depuis ou alors avant 1974. Il faut être né avant 1974. Vous comprenez que si vous et moi, nous acquérons un lopin de terre du domaine national et qu'on demande la procédure d'immatriculation directe, on va nous reposer une fin de non-recevoir. Voilà autant de choses que nous disons qu'effectivement, il faut toiletter. Et il y a autre chose. Lorsque deux titres fonciers se retrouvent établis sur une même parcelle, je vous parle de l'état actuel du droit positif camerounais, les deux titres fonciers sont nuls. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il y a un titre foncier qui est établi. C'est là, peut-être, je dis n'importe quoi, en 1990. En 2000, un autre titre foncier établi. Avec la jonglerie et du cadastre et de la conservation foncière, un autre titre établi sur le même lopin de terre. Et la loi dit que les deux sont nuls, quitte à ce que la partie diligente saisisse le ministre pour que le ministre, effectivement, après enquête des rapports de ses collaborateurs départementaux ou régionaux, puisse dire, monsieur le ministre, voilà le titre qui a suivi la voie normale, parce que même le titre de 90 peut avoir suivi la voie biaisée. Il faut qu'on se comprenne bien, peut avoir suivi la voie biaisée et le gars a son titre. Mais après enquête, on se rend compte, par exemple, que ça n'a pas été publié au journal officiel. Et c'est une entorse qui vaut annulation. Donc, voilà autant de choses. Je peux égrener le jour. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. C'est pour dire quoi? Pour reprendre les propos du bâtonnier émérite Charles Tchungang qui dit que la prochaine guerre civile du Cameroun risquera venir du problème foncier parce que du jour au lendemain, les titres fonciers sont annulés. Ma dernière intervention sur ce cas, c'était l'annulation dans le département d'une camp de presque 90 titres fonciers. Comment est-ce possible? Comment c'est possible? C'est une façon même pour le ministre de désavouer ses collaborateurs départementaux d'une CAM pour dire que vous êtes des faussaires. Et dans une république exemplaire en construction, comme ils aiment le dire dans le RDPC, on aurait dû interpeller, s'il vous plaît, pénalement, tous ceux qui ont intervenu dans la chaîne, c'est-à-dire et du géomètre, et du contrôleur,
et de celui qui a fait la mise à jour et du chef service cadastre qui a signé le dossier technique et même du conservateur foncier qui, je dis, tous les responsables de la chaîne, on devait les interpeller pénalement pour qu'on nous dise comment est-ce que vous avez pu faire pour qu'on annule 90, dont les 90 titres fonciers n'ont pas suivi la voie légale pour en arriver. Si vous dites que celui qui signe, c'est le ministre. Il signe quoi? Le titre foncier au Cameroun. Non. Non. Le livre foncier est détenu à la conservation foncière. Ce qu'on vous donne là, c'est la copie du titre foncier. Le titre foncier même, c'est à la conservation territorialement compétent. C'est un gros livre comme ça, c'est ça qu'on appelle titre foncier. Quand vous faites même une descente pour aller consulter le livre foncier, c'est ça le titre foncier. Le titre foncier, c'est un seul. Et ce qu'on donne, ce que les gens déposent à la banque, regardez bien, c'est écrit copie titre foncier. En même temps. Mais les Togo, on a quand même une grosse difficulté au Cameroun dans ces affaires foncières. Pourtant, personne ne veut qu'on en parle. Dernièrement, le professeur Claude Abbé a dit quelques mots dessus. Tout le monde est tombé sur lui. Est-ce qu'aujourd'hui, et tous les deux premiers intervenants sont d'accord, il faut qu'on parle véritablement de cette réforme foncière au Cameroun? Écoutez, je pense que sur cette question, même le ministre du Cadastre, je pense qu'il a appelé les différents acteurs sur les questions foncières, les membres de la société civile, à se pencher véritablement sur la problématique de l'acquisition du titre foncier, notamment dont l'objectif vise à faciliter l'accès aux terres et puis aussi à protéger les communautés locales qui sont installées depuis là. Et il faut remarquer que le Cameroun est à la côté, dans cette problématique-là, le gouvernement du Cameroun est à côté tranchant. Pourquoi? Parce que d'un côté, il faut atteindre la croissance, le développement économique, selon le SND 30, qui dispose que, effectivement, c'est par l'industrie c'est pas l'agro-industrie que le Cameroun pourrait atteindre, n'est-ce pas, véritablement son émergence. Et de l'autre côté aussi, il faut prendre en compte, n'est-ce pas, le droit des populations locales installées. Donc, voilà donc les deux problématiques qui sont posées sur la table du gouvernement et il faut une réflexion profonde. Et notamment, le système foncier ici est encore dirigé par l'ordonnance de 1974, qui a été modifiée en 1994, je pense aussi. Ce sont ces deux éléments-là qui, ma foi, posent un véritable problème parce qu'il y a d'abord une législation qui doit être prise en compte. Il faut revoir la législation, notamment sur le droit foncier, parce qu'on a l'impression qu'il y a un antagonisme prononcé entre l'ordonnance de 1974, entre le droit forestier de 2016, le droit minier de 2016 et le droit forestier de 1994. Donc, tout cela entraîne certaines ambiguïtés. Il est important, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une assise véritable sur les questions foncières. Et c'est dans ce sens que le ministre Cadastre est en train d'étudier la problématique. Et notamment, l'annulation des titres fonciers, notamment dans le cas au nombre 90, montre à suffisance que le gouvernement est en train de trouver des voies et moyens pour élaguer... Basile Toro, non, c'est trouver les moyens. Vous savez, le problème foncier au Cameroun, comme l'a dit le représentant du SDF, est un problème qui peut entraîner des dérives considérables sur le plan social. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens sont englués dans ces choses-là. Et malheureusement, tu as terni l'image, non seulement du gouvernement, ça ternit l'image du chef de l'État. Personne, pendant ce temps, on est même devant la justice. On a l'impression que c'est ça qui aide bien évidemment que ces fonctionnaires-là, il faut le dire à haute voix, continuent bien évidemment à jouer le jeu. Non, on ne peut pas dire que personne n'est devant la justice parce que nous n'avons pas, comme le disait même, nous n'avons pas connaissance, nous n'avons pas la connaissance du fond de ces dossiers-là
pour attester que personne n'est réprimé. Mais je sais qu'au tribunal administratif, il y a des procédures qui sont chaque fois engagées contre des fonctionnaires véreux sur les questions foncières et que certains individus réussissent à avoir gain de cause après une justice, un tribunal équitable, après qu'il y ait des contradictions, réussissent à avoir gain de cause et qu'ils entrent, n'est-ce pas, dans leur droit, notamment sur les propriétés foncières. Mais il est important de rappeler quelque chose de primordial. Avant de faire une transaction sur un lopin de terre, assurez-vous qu'au niveau du conservatoire, vous aurez l'identité réelle de toutes les personnes qui ont joué sur le titre foncier. Parce que le conservatoire a quelque chose de fondamental, c'est qu'il retrace, n'est-ce pas, toutes les identités des personnes qui ont participé, n'est-ce pas, à l'acquisition du titre foncier. Et il est aussi important de savoir que nous devons, de manière primordiale, privilégier, même si vous allez dire que les titres fonciers au Cameroun peuvent être annulés, mais il est important toujours d'avoir cela comme garantie que vous êtes véritable propriétaire d'un lopin de terre. Abdelaziz Konaté, je vous ai vu réagir, mais je vous relance quand même, parce qu'avant, c'est vrai, on avait des difficultés dans les titres fonciers, dans le foncier, mais depuis quelque temps quand même, ça devient récurrent. On a l'impression qu'il y a, j'ai pas envie de dire une machine, mais c'est comme s'il y a des nouvelles personnes qui ont un certain appétit, parce que là, depuis, avant, il y avait des difficultés, mais là, ça devient criard. Vous avez constaté que je me suis repris dans mon fauteuil avant de vous répondre. Parce que je voudrais faire une précision névralgique. Quand on parle de titre foncier, on n'est pas dans de l'archéologie, où il faut faire des fouilles, retrouver des vestiges et commencer à penser à la reconstruction. Quand on parle de procédure foncière, on parle d'acquisition de titres fonciers. Je dis, et lors d'un de mes passages dans votre média ici, j'avais déjà souligné le fait que si celui qui est à la tête de ce département ministériel au jour d'aujourd'hui avait été le premier et que c'est lui qui inaugurait ce département-là, on se serait dit que le temps de régler un certain nombre de choses, effectivement, aucune œuvre n'étant parfaite, il faut donner, bien évidemment, quelques justificatifs à ces dérives-là. Mais que non. Je vous prends toujours l'exemple d'un monsieur que j'aime à citer parce que c'est un aîné de référence. Vous savez, quand c'est bien, il faut dire c'est bien. Le ministre sénateur Pascal Anon Adibimé, qui est passé dans ce ministère-là. Quand vous voulez impulser une dynamique, une réforme, on ne dit pas que c'est comme s'il n'y a jamais eu de problème dans ce ministère-là. Le foncier, dans tous les pays du monde, c'est toujours des secteurs sensibles, où il y a toujours des problématiques. Donc ça a toujours existé. Mais voyez-vous, avec l'arrivée de ceux qui sont à la tête de ce département, aujourd'hui, depuis 2018-2019, on a traversé toutes les stratosphères de l'imaginable pour entrer dans une autre dimension. C'est sous ce ministre que la dépréciation du titre foncier se fait. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas comme si on n'annulait pas des titres fonciers, mais je veux dire que ses prédécesseurs, avant qu'on arrive à une annulation, ça arrivait de façon exceptionnelle. Le titre foncier avait quand même de la consistance. Il ne faut pas oublier que le même ministre a été interpellé à une rentrée judiciaire, je crois 2022, à la Cour suprême, à un conseil de cabinet à la primature, et n'a trouvé autre motif que de simplement vouloir toujours adosser le fait de ces erreurs-là à ses collaborateurs. Moi, je veux dire que nous avons vu au jour d'aujourd'hui, nous saluons tous, et c'est l'occasion pour moi de dire, d'envoyer mes encouragements et mes salutations au patriarche Mangangele de la DGSN avec les passeports. Au jour d'aujourd'hui, même dans votre chambre, en 24 heures, 48 heures, où que vous soyez sur la planète, vous avez votre passeport en moins d'une semaine. C'est une avancée. Quand vous voulez faire bouger les choses, vous mettez les éléments qui vont avec. Il y a un fait qui ressort de plus en plus au niveau des gouvernants, c'est la rétention de l'information dans le département ministériel. Cette rétention de l'information n'est pas anodin. Monsieur Jean-Marie Onambélé, il est fait à dessein pour pouvoir construire une pyramide de petites personnes qu'on veut satisfaire et avec lesquelles on partage les informations en interne. C'est une stratégie bien huilée.
J'ai commencé par vous dire dans mon premier jet tout à l'heure que ce que nous avons observé dans le littoral, particulièrement dans le Vouri, c'était une phase embryonnaire d'un projet beaucoup plus vaste que nous observons aujourd'hui. Vous savez, la semaine passée, j'étais en train de discuter avec un de mes oncles du côté de Guidère. Guidère, c'est dans le nord, à 60 km de Garoua, qui me disait qu'il y a là-bas des commerçants maintenant qui ont un malin plaisir à venir parce que là-bas, dès que vous avez une maison, comme la plupart des maisons, c'est des vieux du 3e âge que vous trouvez là-bas, il n'y a plus de jeunes parce que le chômage et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, ces commerçants-là ont pour activité principale d'aller avec les autorités, n'est-ce pas, monter des dossiers pour venir exproprier des parents dans leur domicile, avec titre foncier. Je vous parle de Guidère, le même phénomène qui se produit à Douala. J'ai actuellement sur la main, dans ma communauté, ici, maternelle, mon village maternel, à Abo Sud, dans le Mungo, principalement au village Badjoumian, un responsable, un fonctionnaire de police, dont sa femme a acquis un lopin de terre là-bas pour faire de l'agriculture. Mais parce qu'elle a apparemment été victime de quelques aventuriers, justement comme le soulignait Maître Lejo, se rendant bien compte de cela en dernière minute, elle fait donc intervenir son mari pour qu'effectivement elle puisse avoir gain de cause, sachant pertinemment qu'elle a versé de l'argent aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les responsables de cette communauté villageoise-là. Il faut donc maintenant exercer de la pression sur le chef du village pour qu'il signe le PV de descente qui est fait par la sous-préfecture. Il y a un problème dans ce secteur. Au jour d'aujourd'hui, chaque Camerounais qui veut acquérir des terres ne devrait pas se lancer dans une expédition archéologique. Il suffirait, si effectivement il y a de la volonté, au travers de son téléphone aujourd'hui, de numériser. Il y a l'Union européenne qui avait même à un moment engagé des discussions assez poussées avec ce département ministériel-là pour numériser le fichier du foncier au Cameroun. Ne serait-ce qu'en tout cas dans le littoral et le centre, éventuellement le Foudi et le Vouli. Puisque le gros des problématiques foncières se retrouvent, en tout cas qui font des échos dans les choux gras, se retrouvent effectivement dans le Fondi et le Vouri. Mais que non. Qu'en est-il devenu? Pourquoi est-ce que de mon téléphone, si je veux acquérir un lopin de terre à Bonanjo, je ne peux pas peut-être venir taper là avec un point ou mon GPS et que ça me donne la situation? C'est faisable. On se souvient même de l'incendie. Oui, c'est faisable. C'est faisable. Et aujourd'hui, il y a même des jeunes Camerounais qui ont même proposé ça à l'État du Cameroun pour vous montrer l'état en fait de déliquescence morale dans laquelle celui qui est à la tête de ce département ministériel là se comporte. Non, monsieur Onabélé, c'est très grave. Monsieur, je n'en fais pas un problème. Monsieur Onabélé, vous savez, vous ne pouvez pas parler du foncier. Vous ne pouvez pas parler du foncier au Cameroun, monsieur Onabélé, sans qu'une notion d'émotion vous traverse. C'est d'ailleurs le caractère humain. Parce qu'eux qui se disent être froids, parce qu'il faut gérer les choses sans émotion, ben c'est bien pour eux. Peut-être qu'ils ont arrivé justement à la phase des momies. Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes des êtres humains, nous pensons, nous réagissons, nous interagissons. C'est pour cela que quand nous voyons, et vous voyez, je vous ai toujours dit, moi, je suis de ceux qui ne veulent pas rentrer dans les configurations politiques de cette problématique foncière. Parce que chaque fois que les gens ont voulu ramener cela à plus ou moins une configuration politique, je fais bien de leur rappeler quand même que Dicolo, c'est 7 comités de base RDPC qu'on a foutu en pleine année scolaire dehors. Des familles se sont disloquées. Et ce sont nos gouvernants. Ce sont des soi-disant camarades, ce que nous appelons camarades. Mais quand il s'agit des questions d'intérêt, l'affaire de camaraderie n'était plus là. Donc on ne peut pas ramener cela à un débat politique quand on parle de choses aussi graves. C'est des choses qui nous touchent tous. Et au jour d'aujourd'hui, il faudrait, en termes de solutions... C'est là effectivement que je voulais je voudrais sortir par là. Il faudrait que le gouvernement aujourd'hui puisse réfléchir, et particulièrement le ministère de la Justice, comment contraindre les responsables de l'administration territoriale, les fonctionnaires de l'administration territoriale, qui sont à la base de ces problématiques, ces préfets, ces gouverneurs et autres, qui sont à la base de ces problématiques, ces sous-préfets. Parce que le dossier, il commence là, la procédure commence au niveau de ces administrations. Et vous voyez bien que quand c'est floué, quand les intérêts sont plus ou moins mitigés, quand ça remonte, on peut donner un peu de crédit au ministre très souvent, qu'il peut avoir une phagocytation de la procédure au niveau de la base. Mais vous voyez que ces fonctionnaires-là, mais je vous rappelle, je tiens quand même à rappeler à vos téléspectateurs qu'il y a des procédures, effectivement, qui peuvent être engagées sur le plan juridique. D'ailleurs, qui sont même déjà engagées.
contre certains de ces responsables de la République et qui sont même en cours, justement. Sauf que c'est une procédure assez complexe qui, bien évidemment, je parle là sous le contrôle de maître, il y a généralement, on leur appose le privilège de juridiction qui est généralement un blocus. Mais il y a des procédures quand même qui peuvent s'engager. Mais il faut aujourd'hui que l'État trouve des moyens véritablement contraignants. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que vous avez des fonctionnaires, justement, d'un autre département ministériel qui est l'administration territoriale, qui, eux, ne sont contrariés ou alors n'ont aucun effet de pression réelle sur eux et posent des actes qui peuvent aussi induire justement un autre département ministériel de l'administration territoriale. C'est aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait qu'une tripartite se fasse entre le ministère de la Justice, le ministère de l'administration territoriale et le ministère des Domaines pour pouvoir trouver de façon concertée des mesures qui peuvent être contraignantes pour les différents acteurs de ces secteurs-là pour peut-être essayer de garantir un peu l'équité de nos concitoyens. Mais en l'état, on ne peut pas simplement rester sur le fait de ce que tout le temps, une seule personne se fait tromper et que c'est lui qui est en fait le bisounours dans le royaume des sots. Non, à un moment, il faut quand même redevenir sérieux et il faut quand même prendre ses responsabilités. Et effectivement, on attend ce type d'initiative comme celle que je viens de vous suggérer là, de ce ministre-là pour pouvoir prouver aux citoyens camerounais qu'il est dans l'esprit ou la dynamique, en tout cas, de vouloir comprendre ou de vouloir effectivement laisser une bonne note dans ce secteur-là. Merci Abdoulaziz Konaté. Mec, le Dieu reste 2 minutes. Et peut-être un conseil ou alors une suggestion à l'endroit des téléspectateurs. Non, à l'endroit des téléspectateurs, je leur dirais de faire très attention lorsqu'ils veulent acquérir un lopin de terre. S'ils ne veulent pas les services d'un expert en la matière, qu'ils obtiennent ces 35 000 aujourd'hui, qu'ils obtiennent d'abord le certificat de propriété avant de s'engager. Aux gouvernants, je leur dirais qu'il est temps d'organiser et d'entreprendre la réforme foncière au Cameroun suivant nos réalités actuelles. Merci à vous, Maître Lodjo. Basile Togo, un dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est d'appeler à la vigilance du peuple camerounais quant à l'acquisition effectivement des terres. Et je voudrais aussi appeler mon copanéliste Abdelaziz, qu'effectivement, il y a le gouvernement a entrepris la numérisation des terres, mais sauf qu'actuellement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ça se fait uniquement au cadastre et dans certains cabinets agréés. Vous pouvez aller de manière géolocalisée, hein, vous pouvez déterminer la parcelle de terre qui appartient, mais il faut maintenant le mettre sur le plan public, afin que tout le monde puisse, n'est-ce pas, avoir qu'une application répertorier un lopin de terre et savoir à qui vulgariser. Attendez, vous dites qu'aujourd'hui, avec votre numérisation, là, on peut avoir les informations au niveau du cadastre. Au niveau du cadastre, vous pouvez localiser le lopin de terre, les noms des propriétaires. Non, là, c'est la map. Écoutez, ne confondez pas. Vous ne pouvez pas, à partir de votre téléphone là-bas, localiser. C'est la raison pour laquelle il demandait qu'il faut vulgariser ça c'est l'outil de travail, des géomètres du cadastre. Ce que nous demandons, ce que Alim a demandé, si je suis Abdoulaziz Konaté, c'est ça? Oui, ok. C'est que le gouvernement puisse numériser de telle sorte que on n'est pas toujours recours à ces gens-là. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, la même chose, un moteur de recherche qui peut permettre de dire que, bon, la terre qui est ici, donnez-moi la même chose. Le numéro, je tape et j'ai des... Vous ne m'avez pas laissé chuter, nous disons la même chose. L'état actuel, c'est au niveau du cadastre, il faut vulgariser cela pour le rendre public, de telle sorte que chaque citoyen puisse, n'est-ce pas, avoir la possibilité de faire des recherches et de retrouver exactement qui est la propriété d'un lopin de terre. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce débat et on va aussi dire merci aux téléspectateurs. Un grand merci aussi à Polycomé et à toute l'équipe technique qui nous a permis d'être face à vos chevaux. Mesdames et messieurs, on quitte effectivement la scène et on vous revient mardi prochain pour être de nouveau face à vous.